C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? On va commencer par là. Apparemment, oui. On est pile à l'heure, donc on va débuter cette présentation. Comme d'habitude, cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez la rediffuser par la suite. On vous enverra à la fois les slides et le replay dès qu'il sera disponible, donc dans les jours qui viennent. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra, soit je les prends au fur et à mesure si c'est dans le thème que je suis en train d'aborder, ou on y revient à la fin sur une petite séquence de questions-réponses. Donc cette présentation est divisée en deux parties. Une première partie un peu blabla, on va dire, où j'explique un peu les tenants et aboutissants du cloud to cloud, Microsoft, etc., etc. Donc un peu plus généraliste. Et puis il y a une deuxième partie qui sera faite par Morgan, qui est une démo de la manière dont on fait la sauvegarde cloud to cloud chez Kiwi Backup. C'est ça. Donc d'abord, qui nous sommes? Donc moi je suis le gérant et directeur technique de Kiwi Backup. Et Morgan, je te laisse te présenter. Et moi, je suis le directeur d'exploitation et aussi responsable du support technique. Voilà. Donc c'est lui qui fait tourner la machine au quotidien. Donc au sommaire, on va d'abord s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il faut sauvegarder ces données sur Microsoft 360 et Google Workspace, parce qu'on a souvent des gens qui disent ça sert à rien, c'est déjà dedans, c'est inclus dans Microsoft, pourquoi on devrait faire ces sauvegardes-là? Donc on va voir un certain nombre d'arguments qui vont dans le sens d'une sauvegarde externalisée. Ensuite, quelles sont les méthodes pour sauvegarder votre cloud? Alors, quand on dit cloud, c'est plus généraliste que Microsoft 365 et Google Workspace. Il y en a d'autres, des systèmes de cloud, même si ces deux-là sont largement majoritaires. Et ensuite, la partie démo et questions-réponses, s'il reste des questions à la fin, sinon on les prend au fur et à mesure. Donc, pourquoi sauvegarder les données Office 365, Microsoft 365, il y a eu des changements de nom régulièrement, donc parfois j'utiliserai l'un ou l'autre indifféremment, mais on parle bien de la même chose. Et Google Workspace ou Google Apps, voilà, il y a aussi eu des changements de nom. Là, il y a mon Google Home qui entend Google et qui dit des choses. Donc le cloud, d'abord une petite définition de ce qu'on appelle le cloud. Alors, c'est un outil qui permet aux utilisateurs de se synchroniser, de travailler de manière collaborative sur différents appareils connectés à Internet et qui facilite essentiellement la collaboration. On travaille à plusieurs sur le même document, on peut s'échanger des documents, on peut travailler sur plusieurs postes sur les mêmes documents. Donc, avant le cloud, c'était un peu compliqué de faire ça. On trimballait des fichiers avec des clés USB, des disques externes. Voilà, ça simplifie vraiment le travail travail collaboratif et permet notamment le télétravail parce que c'est accessible de n'importe où avec n'importe quelle connexion réseau. Donc aujourd'hui, le cloud public, c'est un marché de 500 milliards de dollars, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et des infrastructures d'hébergement qui sont au standard data center. Voilà, des choses qui sont plutôt robustes, généralement gérées donc par Microsoft ou Google, avec des centaines de millions de serveurs. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées par les DSI parce que ça permet justement ce travail collaboratif et d'héberger ces données dans le cloud et de plus avoir autant d'infrastructures locales parce que des serveurs locaux, ça demande de l'entretien, ça demande de l'investissement, ça demande du câblage, tout un tas de choses que le cloud permet de plus avoir et donc de simplifier un peu la gestion de votre parc applicatif. Donc les deux grands acteurs du cloud aujourd'hui sont tous les deux américains. Donc on a Microsoft 365 qui est voilà une suite un petit peu issue de Office
Office, qui est en gros un Office en ligne qui permet de gérer des documents, de gérer tout ce qui est mail également, la synchronisation avec OneDrive, et puis une suite de conversations, donc Teams, voilà, ce qui permet de chatter en live. Donc grosso modo, c'est ces 4 usages-là qui sont assez majoritairement utilisés. On parle aussi de temps en temps de SharePoint. SharePoint, c'est des applications par-dessus ces quatre objets-là. Voilà, mais grosso modo, un SharePoint, c'est des documents partagés. On se retrouve un peu dans le cas d'une synchronisation, de gestion de documents. Donc aujourd'hui, Microsoft 365, c'est 400 millions d'utilisateurs actifs, 47% du marché des suites bureautiques. Alors, je ne sais pas si c'est des chiffres français ou mondiaux à avoir. Mais... De l'autre côté, on a Google Workspace, donc qui s'appuie sur des documents propres à eux. Donc on n'a pas, quand on a un document Google Workspace, on travaille dans le format de Google et pas dans un format Word ou Excel. Donc ça, c'est une petite difficulté qu'on verra un petit peu tout à l'heure avec Morgan. Et Gmail qui est le leader sur la partie mail, avec 3 milliards d'utilisateurs actifs. La plupart sont des utilisateurs de Gmail, à la fois personnels mais aussi professionnels. Il y a également un outil de synchronisation qui s'appelle Google Drive et du chat qui a changé de nom. Voilà, ça s'appelait Google Chat, maintenant c'est Google Meet. Voilà, 31% de part de marché selon Gartner. Alors pourquoi il faut faire des sauvegardes? En fait, si on lit un peu les contrats, ce que personne ne fait, mais que nous on a fait pour vous, il y a des petites lignes, alors tout petit, qui disent que en fait Microsoft se dédouane de tout problème si jamais ils perdent vos données, et disent que c'est à vous de faire la sauvegarde des données. Donc c'est dans le chapitre Service Availability. Et en gros, en traduction, c'est on s'efforce de faire de notre mieux, mais si jamais on perd vos données, c'est vous qui êtes responsable de les sauvegarder. Donc c'est vraiment l'opérateur de cloud qui vous dit attention, nous on essaye de faire en sorte que tout marche bien, mais si jamais on a un souci, c'est pas notre faute, quoi. C'est à vous d'assurer la sécurité de vos données. Ce qui légalement est tout à fait vrai aussi, c'est vos données, donc c'est à vous d'en assurer la sécurité. On ne peut pas confier à 100% tout ça à un même système de cloud. C'est ce qu'on appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on peut avoir des pannes, on en a eu sur Microsoft, on en a eu sur Google, on en a eu chez OVH, etc. etc. Ce n'est pas des choses qui sont rares. Ensuite, on nous dit souvent, oui, mais j'ai un système de synchronisation. En fait, mes données, je les ai sur 4 postes différents, synchronisés avec OneDrive ou Google Drive. J'ai pas besoin de sauvegarde. Alors c'est vrai en partie parce que effectivement vous êtes protégé contre un certain nombre de risques, notamment voilà, si vous avez un crash de disque dur, effectivement vous avez une réplication de vos données sur un autre disque, sur une autre machine, donc là pas de problème. Par contre, il y a tout un tas de risques qui sont pas pris en compte par de la synchronisation, notamment tous les risques de suppression accidentelle. Je supprime un fichier sur mon disque dur, ça va se répliquer automatiquement sur tous mes autres réplicants. Donc, et toutes les versions du fichier sont supprimées et on a une corbeille qui permet de récupérer pendant un certain temps. Mais c'est pas vraiment une sauvegarde, quoi. Ensuite, on a également des risques quand on arrête un compte Microsoft, par exemple. Je prends un exemple, un collaborateur s'en va, vous coupez son compte Microsoft, toutes ces données qui sont personnelles à elle, je ne parle pas des dossiers partagés, mais ces données à elle sont supprimées. Au début, on se dit c'est pas très grave, et puis 6 mois après, vous avez un procès, il faut prouver certains échanges avec certains clients, et vous n'avez plus aucune archive de ces données-là. Donc les sauvegardes permettent aussi de conserver des données, même si elles sont plus physiquement actives dans la partie opérationnelle des choses. Également, l'historique de fichiers n'est pas un point de récupération régulier. Par exemple, vous pouvez avoir 3-4 versions dans une journée, le lendemain vous n'en avez pas.
et ça rend les choses assez compliquées quand on veut récupérer les données à une telle date. Dans le cas notamment d'une attaque de cryptovirus ou d'une attaque informatique, parfois on a besoin de savoir à quelle date ce fichier était présent. Et donc avoir une sauvegarde avec une programmation quotidienne à telle heure vous permet de savoir, ben voilà, je peux remonter à tel état de mon système à telle date. Donc voilà, un système de synchronisation n'est pas une sauvegarde, même s'il y a parfois un peu de confusion, mais c'est pas la même chose. Les historiques de rétention, alors ça c'est assez flou sur les contrats, parfois c'est marqué 3 jours, parfois c'est marqué 30 jours, ça dépend aussi des options de votre contrat, c'est pas hyper clair sur combien de temps on peut conserver la poubelle, les modifications, sachant que parfois c'est pas la même chose. En suppression, on a une poubelle qui est là pendant 30 jours, mais en cas de modification, ça peut être moins. Donc voilà, c'est pas forcément très très simple à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intrusion se détecte pas le jour de l'intrusion. Généralement, il se passe un certain temps entre les deux. Et donc, si vous avez que 30 jours d'historique, la moyenne aujourd'hui, c'est 197 jours pour détecter une intrusion. Et ensuite, il y a encore 70 jours pour gérer l'incident. Donc voilà, il faut avoir un historique de sauvegarde suffisamment long. Et encore une fois, les services cloud ne fournissent pas ces données-là. Et le dernier point, c'est effectivement la responsabilité, j'en ai déjà un petit peu parlé, de l'entreprise qui doit s'assurer de mettre en place des mesures opérationnelles pour sécuriser ces données. Alors c'est vrai pour tout type de données, c'est encore plus vrai pour des données de santé, où là c'est vrai, effectivement dans la réglementation HDS, chaque fournisseur de données doit s'assurer de sa sécurité et de la chaîne de sous-traitance. Ensuite, s'il y a un incident chez le fournisseur, c'est votre responsabilité. Si le fournisseur n'est pas capable de répondre à cette exigence, il faut que vous ayez un système, un plan de reprise d'activité. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos du fournisseur de cloud. Donc, il y a quelques exemples. Par exemple, CrowdStrike, dont tout le monde a entendu parler, une grosse défaillance. Google Platform en 2020, l'incendie OVH, des pannes mondiales d'AWS, etc., etc. Donc, il n'y a aucune garantie dans le contrat de restauration des données. Et ensuite, même si vous restaurez les données, on ne sait pas en quel délai, dans quel format, etc., ni quelle version ils vont être capables de vous restaurer. Éventuellement, il peut y avoir des frais importants également qui vont avec. Ensuite, effectivement, parfois on peut régler la politique de conservation, mais c'est pas forcément anodin. Aujourd'hui, quand on règle sur Microsoft 365, on dit moi je veux plus de temps de conservation. En fait, ça implique des coûts de stockage qui sont supplémentaires et qui peuvent augmenter largement votre facture de cloud. Donc voilà, nous ce qu'on préconise, c'est d'avoir une solution de sauvegarde, une vraie sauvegarde, mais qui soit indépendante de votre fournisseur de cloud. Alors c'est possible sur un certain nombre de clouds, notamment ces deux gros-là, et ça on verra un petit peu tout à l'heure. Donc l'avantage d'une solution externalisée, c'est que c'est souvent moins cher que le stockage primaire. Un stockage secondaire a moins besoin de performance qu'un stockage primaire. Donc parfois, quand on veut sortir des données, archiver des historiques, etc., c'est plus intéressant d'avoir une sauvegarde externe que d'utiliser celle du cloud primaire. Voilà, donc ça c'est la première partie un peu théorique sur les choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et ensuite, j'en viens aux différentes méthodes pour sauvegarder votre cloud. Donc s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est parfaitement clair. Il y a une question dans le chat, Sébastien, dans l'onglet questions. Ah d'accord, oui. En fait, il y a un onglet chat et un onglet questions, j'avais pas vu. C'est ça. Alors pour Google Workspace, on a cherché quelle était la durée de rétention. C'est pas écrit. Enfin, on n'a pas trouvé. Donc je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas trouvé l'information de savoir quelle était la durée de sauvegarde. Mais a priori, il s'engage à rien. Donc
est-ce qu'ils ont une sauvegarde? Et s'ils ont une sauvegarde, c'est parce que leur data center complet a clos. D'accord? Le PRA de Google, c'est en gros, j'ai un data center qui brûle, je suis capable de remonter l'activité dans un autre data center. Mais si vous détruisez une donnée par inadvertance, vous pouvez toujours appeler Google, ils vont vous dire, bah, c'est pas notre problème, quoi. Donc, il faut distinguer votre PRA à vous, qui est reprendre l'activité si jamais il y a un incident chez vous, et le PRA de Google qui a pas les mêmes objectifs et pas la garantie, les mêmes risques, etc. Donc, il faut pas croire que parce que Google a une infrastructure qui est redondante, etc., que ça va couvrir les risques qui sont les vôtres. Parce qu'il y a des risques qui sont inhérents à votre activité et qui ne sont pas liés à l'infrastructure de Google. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Effectivement, il n'y a aucun engagement de leur part, ça c'est sûr. Donc, quelles sont les méthodes pour sauvegarder Microsoft, enfin vos systèmes de cloud? Donc, ce qu'on a vu pendant un certain temps, c'est un système où en fait on sauvegarde les données qu'on a répliquées sur sa machine. Donc ça, c'est le système assez classique, historique. C'est comme ça qu'on faisait aussi avant. C'est comme ça que la plupart des gens faisaient. C'est-à-dire que vu qu'on a les données dans son OneDrive ou son Google Drive sur son disque dur, bah, on peut les prendre et les sauvegarder de manière classique avec n'importe quel outil qui sait sauvegarder des fichiers locaux. Donc, du coup, vous avez un flux qui va de Microsoft 365 vers votre machine et ensuite un autre flux qui va vers Kiwi Backup ou autre système de sauvegarde. Donc ça, effectivement, ça fonctionne bien à quelques restrictions près, mais c'est un système qui marche globalement pour tous les systèmes de cloud, à la fois pour du mail IMAP, par exemple, ou POP qu'on aurait stocké sur sa machine. On peut sauvegarder sa machine et ses données en local vers un système de sauvegarde. Maintenant, on voit assez rapidement que c'est pas très optimal parce qu'en gros, on transfère 2 fois les données. On transfère les données une fois du cloud vers votre machine et ensuite de votre machine vers le cloud, ce qui est un peu idiot en soi. Donc, l'idée, c'est de faire ça directement de cloud à cloud. C'est pour ça qu'on appelle ça du cloud to cloud. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, vous autorisez une application externe, donc là, en l'occurrence, Kiwi Backup, à se connecter sur votre tenant, ça s'appelle un tenant chez Microsoft, à votre environnement Workspace chez Google, via des API. Et du coup, on se passe de toute infrastructure locale. Il n'y a plus du tout de transfert entre votre système d'information local, votre bande passante est préservée et c'est directement un cloud qui va chercher les données dans un autre cloud. Donc il y a des API pour ça, des API Graph de Microsoft qui permet justement d'aller chercher les données de manière totale ou incrémentale et on fait ça automatiquement chaque jour. Donc vous vous occupez de rien, c'est directement le cloud qui vient récupérer les données dans votre tenant. Il faut simplement donner l'autorisation, évidemment. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment si vous voulez plus que Kiwi accède à vos données. On a une petite particularité chez Kiwi Backup, c'est que nous, on s'interdit par principe d'écrire dans votre espace de stockage. Donc, nous, on ne demande qu'une autorisation en lecture pour aller sauvegarder les données. A priori, quand on veut sauvegarder les données, on n'a pas besoin d'écrire dans le truc. Alors, c'est un choix de sécurité pour éviter que si un jour, alors je touche du bois et beaucoup de bois, que si jamais il y a un incident de sécurité chez nous et qu'il se passe quelque chose de grave, Kiwi n'a pas l'autorisation d'aller écrire ou d'aller lire, détruire des données chez vous, c'est interdit. Donc ça, c'est un choix. Ça a quelques conséquences, c'est que notamment, on ne peut pas restaurer un fichier directement dans votre espace de travail. Vous le restaurez depuis l'interface Kiwi et puis vous le réinjectez sur votre store, mais c'est vous qui le faites et c'est pas nous qui avons cette autorisation-là. Alors c'est un choix discutable, effectivement. Parfois on nous demande de pouvoir restaurer directement dans l'espace, mais voilà la raison pour laquelle on fait ça. Peut-être qu'on va revenir là-dessus un jour et qu'on vous donnera le choix. Si on fait ça, on vous donnera le choix. Est-ce que vous voulez uniquement lecture ou lecture-écriture
pouvoir faire des restaurations directes. Voilà. Donc les avantages, c'est qu'il n'y a plus de bande passante, vous ne consommez aucune bande passante de votre côté, c'est notre bande passante et les bandes passantes du cloud qui sont utilisées pour faire le transfert. La gestion de la sauvegarde, elle est très simple, c'est que vous la programmez simplement, vous dites voilà, je veux sauvegarder tel compte, tel compte, tel compte, et tout se fait de notre côté, il n'y a aucune action qui est faite dans votre système d'information. Et les données sont stockées dans le cloud de notre côté, et vous êtes protégé contre les défaillances matérielles, le problème réseau, etc. Il y a sauvegarde même si votre système d'information ne fonctionne pas. Alors, une petite particularité sur la gestion des mails. En fait, une boîte aux lettres, c'est pas tout à fait comme des fichiers. Vous recevez beaucoup de mails par jour, vous en supprimez un certain nombre. Et donc, on va pas faire une vraie sauvegarde de mail. Une sauvegarde de mail, ça voudrait dire, voilà, les mails qui sont présents, je les garde 90 jours et ensuite, je les supprime. En fait, nous, on voit ça plutôt comme une archive de vos mails. Si vous supprimez un mail de votre donnée, de votre boîte aux lettres, vous voulez la conserver et vous voulez pouvoir la restaurer depuis votre sauvegarde. Un mail, généralement, n'est pas modifié. On va pas, à part les mails brouillons, ce qui est quand même assez rare, mais un mail, une fois que vous l'avez reçu, vous ne le modifiez pas. Donc, il n'y a pas de versionning de mail individuel. Donc, nous, en fait, on a fait le choix de faire un système d'archivage plutôt que de sauvegarde. Alors, c'est une petite distinction sur les termes, mais voilà ce que je voulais quand même expliquer. C'est pour ça que, voilà, si vous supprimez un mail de votre boîte aux lettres, il restera dans votre sauvegarde au-delà même des 90 jours, qui est la durée de rétention pour les fichiers. Pour les mails, il n'y a pas de durée de rétention, c'est à la vie du contrat. Donc ça, c'est intéressant, notamment si vous avez un procès, si vous avez besoin de revenir sur des archives longues, vous pouvez revenir même au-delà des 3 mois. Donc, quelles sont les autres solutions cloud? Alors, on a parlé de Google et de Microsoft, mais on peut aussi utiliser le principe du cloud to cloud pour aller sauvegarder notamment des FTP. Je prends un exemple, vous avez votre site web sur un WordPress quelque part sur un hébergeur mutualisé. Cet hébergeur ne vous fait pas une sauvegarde automatiquement, vous pouvez utiliser le FTP qui vous a fourni pour aller chercher les données sur ce FTP-là quotidiennement. Et du coup, vous programmez ça dans Kiwi et puis vous récupérez votre FTP qui contient généralement aussi le dump de la base de données. Donc ça, c'est des choses qui sont à utiliser. C'est plus rare effectivement que les autres clouds, mais ça, c'est assez intéressant. Donc quand je dis FTP, c'est FTP au sens large, SFTP, FTPS, enfin toutes les versions sécurisées de FTP. WebDAV est utilisé pas mal aussi dans tous les systèmes de cloud open source, type OnCloud, Seafile, etc. Donc c'est un protocole WebDAV, mais qui peut aussi être utilisé pour faire de la sauvegarde. Donc Morgane vous montrera ça rapidement tout à l'heure. Et également, on peut sauvegarder des boîtes aux lettres IMAP. C'est vrai qu'aujourd'hui, IMAP est en perte de vitesse. Il y a beaucoup moins d'utilisateurs d'IMAP. Mais on peut très bien faire du cloud to cloud avec une boîte aux lettres IMAP. On se connecte à la boîte, on récupère l'ensemble des fichiers qui ont changé depuis la dernière connexion et on archive toute cette partie-là. Donc voilà, si vous avez de l'IMAP, c'est possible également de le faire. Donc Morgane est en train de dire que c'est pas encore en prod, la partie IMAP, mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité de faire ça. On a un moteur qui est prêt, mais qu'on n'a pas mis en prod par manque de besoin. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à venir vers nous. Donc, je vais passer la main à Morgane s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie-là. Et puis, vous montrer tout ça, comment tout ça fonctionne sur l'interface Kiwi. Ça marche. Et du coup, juste le temps de partager mon écran. Tac. Hop là. Donc, si tout va bien, je vérifie juste que ça s'affiche, ça a l'air. Donc, si tout va bien, vous voyez une partie de notre administration Kiwi. Donc, c'est la gestion de votre parc machine.
tel qu'il est censé se présenter. Normalement, vous tombez plus sur une page qui est la salle de contrôle. Et du coup, habituellement, ce qui se passe chez nous, c'est que nos clients proposent la sauvegarde à leurs clients et ils créent ce qu'on appelle des contrats. Et dans les contrats, ils enregistrent les machines de leurs clients. Là, en fait, on va faire un peu la même chose sur la partie cloud, c'est-à-dire qu'on va devoir partir d'un contrat. Et ce contrat-là, il va falloir le lier avec vos différents fournisseurs cloud, donc Office, Google, du FTP, du WebDAV, etc. Donc, pour ce faire, c'est assez simple, mais c'est aussi différent en fonction de ce qu'on décide d'utiliser. C'est-à-dire que vous allez voir que dans l'exemple que je vais vous montrer, on va essayer d'enregistrer les deux gros clouds, donc du Google et du Microsoft. Donc le fonctionnement n'est pas le même. On va dire qu'il y a un fonctionnement qui va être celui de Microsoft. Donc on va créer un contrat qu'on va taper, qu'on va appeler Microsoft. Google 2, voilà, bon, hop, nombre de boîtes allouées, hop. Donc là, je vous passe les détails, mais en gros, c'est le paramétrage voilà, du contrat basique. Hop, et un email d'alerte, on va mettre mon email, et c'est suffisant. Donc là, de base, vous créez la structure du contrat classique. Donc les contrats existants, vous pouvez très bien aussi les relier en fait avec votre cloud. Donc vous pouvez faire cohabiter des sauvegardes classiques avec des sauvegardes cloud, c'est tout à fait possible. Donc si vous avez déjà un contrat existant chez un client, il vous suffit de rentrer dans ce contrat et de le lier avec les fournisseurs cloud. Donc là, on va simplement rentrer dans le contrat que je viens de créer. Et une fois qu'on est dedans, on va ici retrouver un bouton qui s'appelle Cloud to Cloud, tout simplement, qui va nous permettre de lier les différents fournisseurs de cloud. Donc en cliquant dessus, vous allez voir les différentes possibilités actuellement qui sont possibles chez nous. Donc vous avez la possibilité de vous lier à votre compte Microsoft 365, à votre Google Workspace, à des Google personnels. Donc si vous avez une boîte Gmail par exemple avec un drive qui n'est pas un compte Workspace, donc un compte entreprise, vous avez aussi la possibilité de le rajouter. Un compte FTP et enfin des comptes FTP et des comptes WebDAV. Donc, on va commencer par voir un peu à quoi ça ressemble quand vous essayez de vous lier avec un compte Microsoft. Donc là, vous cliquez sur Connecter à Microsoft. Vous allez voir que il va vous demander de valider un utilisateur. Donc là, c'est un utilisateur de test, donc qui est admin sur le tenant Microsoft. Donc on va le sélectionner. Une fois qu'on a fait ça, une autorisation s'affiche. Enfin, une demande d'autorisation s'affiche pour Kiwi Backup au 365. Vous faites accepter. Et à partir de là, vous allez être redirigé un cran en arrière et votre compte sera lié avec votre compte Microsoft. Donc normalement, si vous retournez dans Cloud to Cloud, vous allez voir que les boutons, il y en aura un petit peu plus, en tout cas pour la partie Microsoft. Donc là, ça va se diviser du coup en deux boutons, une partie pour tout ce qui est Drive et une partie pour tout ce qui est mail. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, à comment en tout cas on configure ça. Alors, on va commencer par la partie Drive. Donc, dans la partie Drive, en cliquant dessus, vous allez retrouver une configuration assez austère, mais vous allez voir assez vite facile à comprendre. Donc, vous allez définir un nom de machine. Donc, ça, c'est visuellement pour que vous puissiez repérer cette machine dans la liste de votre contrat. Et ensuite, vous allez sélectionner ce qui vous intéresse en fait au niveau de la sauvegarde. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de sauvegarder soit tous les drives. Donc dans ce cas-là, vous cochez la toute première case. Vous avez la possibilité de définir certains utilisateurs, donc les drives personnels. Vous avez la possibilité aussi de sauvegarder par groupe. Donc, si vous avez des groupes en interne, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un groupe direction et que vous voulez sauvegarder tout ce qui est drive de vos directions, vous choisissez le groupe direction et tous les utilisateurs qui en découlent seront sauvegardés. Et vous avez aussi la possibilité de sauvegarder tout ce qui est Drive SharePoint, donc les drives partagés de vos utilisateurs. Et ensuite, vous avez un peu plus bas, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est un peu austère la configuration. On va retravailler ça plus tard, mais pour l'instant, du coup, vous avez aussi la possibilité de faire des exclusions. Donc, par exemple, si vous avez coché tous les drives, vous avez la possibilité d'exclure des utilisateurs, des drives, par exemple.
en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est pour la configuration d'une machine de type Drive Microsoft 365. Et une fois que vous avez fait votre sélection, vous cliquez sur Valider. Donc là, on va volontairement faire un petit test. On va mettre l'utilisateur Diego, par exemple. On va dire qu'on prend Diego et on va dire qu'on prend un drive SharePoint qui s'appelle Test Backup, par exemple, ou dans Test Mode Troubleshooting, et on clique sur Valider. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être redirigé dans le contrat. Et à ce niveau-là, après, normalement, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut attendre le backup journalier. Donc ce backup journalier, c'est un backup qui est lancé du coup de nos serveurs, puisque c'est une sauvegarde cloud to cloud. Donc c'est une sauvegarde journalière, donc elle se lance à une heure fixe. Donc les sauvegardes de type Drive vont se lancer aux alentours de 15h15. En tout cas, elles vont commencer à ce moment-là. Bon, après, ça dépendra d'où vous êtes dans la liste, mais voilà, vous allez passer à peu près vers 15h15 et les sauvegardes mail, elles vont être décalées d'un petit quart d'heure, donc vers 15h30, elles vont commencer à se lancer. Et après, tous les autres clouds vont se lancer vers 15h45. Voilà. Donc ici, je vais du coup pas pouvoir vous lancer le backup. Alors, j'ai enregistré dans un autre contrat préalablement d'autres machines pour pouvoir vous montrer toute la partie restauration. Donc ça, c'est pour la partie enregistrement d'une machine de type Drive. Vous avez la possibilité de modifier, si vous le souhaitez, cette configuration qu'on a vue tout à l'heure avec le bouton modifier. Donc en cliquant sur modifier, vous êtes redirigé sur la page qu'on a vue tout à l'heure où vous allez pouvoir recocher les éléments qui vous intéressent. Voilà, donc ça c'est la partie Drive. Ensuite, vous avez la partie mail. Donc vous allez voir que la partie mail, ça se comporte un petit peu pareil, sauf que du coup, vous n'avez pas des drives partagés, mais du coup, vous avez la possibilité de cocher toutes les boîtes mail, de choisir le ou les utilisateurs qui vous intéressent, les différents groupes, et après, vous avez de nouveau en dessous la partie exclusion, si vous souhaitez exclure des choses à la sauvegarde. Donc si vous avez choisi All, mais que vous ne voyez pas la boîte de Johanna, par exemple, vous pouvez cocher la case en haut ici et cocher Johanna un peu plus bas ici. Voilà, donc après, pareil, vous êtes redirigé sur la page. Si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez faire la modification. Donc ça, c'était pour la partie Microsoft. Donc vous avez vu le premier enregistrement qu'on a fait tout à l'heure, enfin, quand on a cliqué sur le bouton au-dessus, ça nous a demandé d'accepter au niveau de Microsoft l'application Kiwi. Pour Google, c'est un peu différent. Donc pour Google, vous allez voir, là, ça va vous demander une action de votre part sur votre admin Google. C'est pour ça que j'ai un petit onglet de navigateur au-dessus pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc on va faire le test. Donc là, vous cliquez sur Google Workspace. Donc là, ça vous demande de sélectionner un admin, donc le compte en tout cas sur lequel vous êtes connecté. Voilà, et vous allez être dirigé sur la page suivante. Donc, je vous explique. La page suivante, elle va vous dire exactement qu'est-ce que vous aurez besoin de faire sur votre espace Google. Donc, dans un premier temps, ça va vous dire où c'est qu'il faut que vous naviguiez dans votre admin Google. Et ensuite, ça va vous expliquer un peu plus loin ce que vous aurez besoin de déclarer. Donc, en gros, ce qui est important de retenir, c'est le bloc qui est ici. Donc l'ID de notre client Kiwi et les différentes API qu'il va falloir autoriser. Donc là, comme expliquait Sébastien tout à l'heure, on ne fait uniquement que de la lecture. Donc vous pouvez voir qu'ici, on est en read-only, read-only, read-only. Donc là, c'est les autorisations que vous allez donner en fait au client Kiwi pour pouvoir venir chercher les infos sur votre cloud. Donc pour faire ça, il faut vous rendre sur votre interface d'admin Google. Il faut que vous alliez dans la partie sécurité, dans la partie contrôle des accès de données. Si je n'ai pas de bêtises, non. Je me suis perdu. Si, c'est ça. Ensuite, dans la partie commande des API. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous avez normalement un bouton qui vous permet un peu plus bas. Donc, je vais revenir un cran en arrière. Vous avez un bouton ici qui vous permet de faire de la délégation au niveau du domaine. Donc là, vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur cette page où là, il faudra simplement ajouter une API. Donc en faisant ça, il faudra à un moment donc renseigner l'idée du client. Donc c'est ce qu'on a vu sur la page précédente ici en rouge. Donc vous copiez cette idée et ensuite juste en dessous, vous allez l'une à la suite de l'autre. Enfin, vous sautez une ligne en fait à chaque ligne. Normalement c'est écrit, je crois, quand vous remplacez. Non, vous séparez par une virgule. Donc vous rajoutez en fait les 3 lignes qui sont ici. Vous faites valider et du coup, ça va vous créer la ligne suivante en fait. Donc si on l'affiche par exemple, on peut voir, on retrouve notre ID client, nos API qui sont autorisées et puis c'est tout.
parce qu'une fois que ça c'est fait, normalement, notre logiciel est capable de pouvoir sauvegarder. Donc une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur valider et là, vous allez vous retrouver sur la page de configuration qu'on a pu voir tout à l'heure. Enfin, pas tout de suite. Là, vous allez retourner sur le contrat et vous allez voir que on va se retrouver effectivement sur quelque chose d'assez similaire dans le comportement. Donc, on va voir que le cloud Google va se dérouler. Et du coup, vous avez donc sur le même contrat votre cloud Microsoft qui est lié et votre cloud Google. Et du coup, même principe, vous allez pouvoir choisir les utilisateurs qui vont pouvoir sauvegarder des drives. Vous allez pouvoir faire la même chose pour les mails. Comme l'expliquait Sébastien, une petite particularité sur Google, c'est que les documents de type Word, de type Excel, qu'on a l'habitude de connaître sur les documents Microsoft Office, sur Google, eux, ils ont leur propre extension. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir stocker sur le Drive des fichiers Word que vous allez normalement, si je ne dis pas de bêtises, pouvoir aussi éditer avec les outils de Google. Cependant, si vous créez un document directement depuis les outils de Google, eux, ils vont avoir leur propre format. Donc, quand vous allez vouloir les restaurer, vu que c'est des formats un peu cloud, quand vous allez vouloir les sauvegarder, malheureusement, il n'y a pas vraiment de format défini, il n'y a pas d'extension, et cetera, et cetera. Donc, à la configuration, quand vous allez créer votre drive, il vous sera demandé aussi de choisir l'équivalent, c'est-à-dire, alors j'ai cliqué volontairement dessus. Donc là, vous allez vous retrouver sur un écran un peu similaire, un petit warning qui vous dit voilà, il y a certains trucs qui sont où il y a quelques limitations. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à peu près similaire, sauf que tout à la fin, vous avez ce qu'on appelle le paramètre d'exportation. Donc pour les différents docs Google, en fait, comment la sauvegarde va sauvegarder les docs Google? Sous quel format, en tout cas, elle va les convertir pour que lorsque vous allez les restaurer, vous puissiez les utiliser? Parce que comme l'a expliqué Sébastien, on ne restaurera pas directement sur le cloud, et du coup, on va vous restaurer ça sous forme d'une archive avec vos fichiers dedans. Donc quand vous allez récupérer vos fichiers, vous allez décompresser votre archive, vous allez vous rendre compte que si on n'avait pas fait ce travail en amont, on n'aurait pas la possibilité de vous fournir un fichier. Donc là, en cochant ça, vous allez définir quel format un Google Doc aura une fois qu'il sera restauré. Cette Donc, histoire de format, c'est important également si ouais. pour la réversibilité de votre service cloud. Demain, si vous avez tous vos documents sur Google Sheet, à un moment, si vous voulez migrer vers un autre service cloud type Microsoft ou le faire directement de chez vous, etc., en fait, ce format, il n'est pas réversible. C'est-à-dire que nous, on peut vous donner les octets qui sont dans Google Sheet, mais il n'y a que Google qui est capable de vous faire un lecteur de fichiers Google Sheet. Donc, c'est important aussi d'avoir dans une sauvegarde des données qui soient utilisables en dehors du service cloud. Donc, c'est un des problèmes, effectivement, quand on sauvegarde du cloud, c'est que il faut, par exemple, si on nous a demandé parfois de sauvegarder du Microsoft Dynamics. Dynamics, c'est un ERP fourni par Microsoft. C'est bien beau, mais en fait, vous allez rien pouvoir en faire parce que vous allez avoir au mieux un dump de base de données lisible ou un tas de fichiers CSV avec vos données, mais vous n'avez plus le RP. Donc, c'est important de réfléchir aussi à cette notion de format de fichiers et que ce soit des formats qui soient ouverts et utilisables éventuellement pour les réutiliser dans un autre outil. Ça, c'est ce qu'on appelle la réversibilité du cloud et c'est pas toujours très très bien géré par les clouds, notamment chez Google où les formats, là, nous on va faire de la conversion, mais c'est pas absolu, quoi. Il peut y avoir des pertes, notamment quand on traduit un fichier Google Doc en .txt, forcément on perd toute la mise en forme, etc., etc. C'est ça. Donc voilà, donc c'est à vous de paramétrer en amont aussi cette partie-là. Donc c'est la petite spécificité, ce qui diffère un peu du cloud Google par rapport au cloud Microsoft. Sinon, sensiblement, c'est la même chose. Vous allez lier exactement les mêmes informations. Voilà, donc là, on va revenir en arrière. Donc, on a vu pour ces deux clouds-là, je fais juste un petit détour alors pas sur le Google personnel, parce que là, il faudrait que je m'identifie sur mon Google perso, donc on va éviter. Mais du coup, je reviens juste sur la partie FTP WebDAV. Donc là, sensiblement, la configuration est la même, hein. C'est juste deux types de configuration. Enfin, c'est deux moteurs différents, mais globalement, ça se ressemble. Donc, on va juste aller sur la partie FTP. Vous allez voir, c'est très, très simple à comprendre.
vous avez déclaré comme tout à l'heure un nom de machine, le type de FTP. Donc là, vu qu'on est en FTP, il faut déclarer si c'est du FTP, du FTPS ou du SFTP. Donc ça dépend du protocole qui est derrière. Donc forcément, il faut choisir un moment. Le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse du serveur FTP, le port s'il est différent du port standard. Enfin, à minima, il faudra remplir le 22 si vous êtes sur le port standard. Et du coup, le dossier à sauvegarder dans le FTP. Donc, si vous avez besoin de sauvegarder la racine, si je dis pas de bêtises, un petit slash devrait suffire et vous devriez pouvoir sauvegarder l'entièreté de votre FTP. Voilà. Donc, pour la partie FTP, rien de particulier en plus. Pour la partie WebDAV, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous allez configurer une entrée WebDAV. Donc, il faudra renseigner le point d'accès WebDAV plutôt que le point d'accès FTP. Voilà. Du coup, je vais pouvoir vous présenter la partie restauration. Donc là, je vais Il y a essayer pas de mal de revenir. questions, Morgane, juste si on peut Ah, prendre des questions au fur et à mesure. ouais, désolé, excuse-moi. Tac, Donc j'essaie juste de effectivement, valider. les conversions de format, elles sont faites par Microsoft et donc enfin Google là en l'occurrence, c'est Google qui convertit les formats, c'est pas nous évidemment. Donc on leur demande un export de tel fichier au format docx. Donc voilà, c'est effectivement ce que vous dites est juste. On doit choisir un format par par type de fichier. On ne peut pas cocher plusieurs formats d'export. Ça, pour l'instant, on s'est pas dit, on s'est dit que c'était pas forcément idéal. Ça va, pourquoi pas. On pourrait dire, je veux les fichiers en docx et en PDF, mais pour l'instant, on fait pas ça. Et effectivement, on peut combiner les sauvegardes de plusieurs types au sein du même contrat. Moi, je suggère quand même que si vous, voilà, de séparer les choses dans des contrats différents, mais il n'y a rien qui empêche techniquement de faire tout ensemble. C'est juste que ça peut être un peu plus clair d'avoir d'un côté les machines locales, de notre côté les machines Google et Microsoft, mais on peut tout faire, tout mettre au sein du même contrat. Donc il n'y a pas de problématique. Voilà, je crois que c'était tout pour les questions, si j'ai rien oublié. Ouais. Ok, et ben du coup je reprends. Du coup, la dernière partie que je voulais vous montrer, du coup, c'est un petit peu la différence et comment fonctionnent les restaurations en fonction du moteur sur lequel vous êtes, donc si c'est de la sauvegarde mail ou si c'est de la sauvegarde de type fichier. Donc pas de différence notable entre une restauration effectuée pour du Google ou du Microsoft ou du FTP. Le principe va être le même. Vous allez un peu avoir ce que vous avez sur la partie restauration d'une sauvegarde classique chez nous. Donc vous aurez un bouton restaurer qui va se présenter sur la machine. Donc ça, c'est des machines que j'avais déjà enregistrées hier, de façon à ce que j'ai quelque chose à vous présenter aujourd'hui. Du coup, le bouton restaurer, quand vous cliquez dessus, vous allez être dirigé sur une page de restauration et vous allez y retrouver des dates. Donc ces petites dates, ça correspond en fait à une sauvegarde chez vous. Donc là, si je m'y étais pris peut-être une semaine avant, vous auriez un peu plus de dates. Et là, du coup, il y a deux dates qui correspondent au premier test manuel que j'ai lancé et une sauvegarde qui s'est lancée en automatique quelques minutes après. Voilà, donc on va cliquer sur une date et puis vous allez voir à quoi ressemble le truc. Donc là, sur la configuration de cet utilisateur-là, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais mis juste l'utilisateur Diego et j'avais mis un partage qui était le dossier test mode troubleshooting. C'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure dans mon exemple d'enregistrement. Du coup, là, pareil, vous allez pouvoir dérouler au fur et à mesure les différents éléments qui vous intéressent. Donc là, l'utilisateur Diego, vous allez retrouver du coup l'arborescence de votre utilisateur, donc ce qu'il a dans son drive. Et donc ici, on voit qu'il y a un dossier avec quelques fichiers et vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous intéresse. Donc soit vous pouvez cocher en amont tout le dossier user et du coup ça va vraiment tout vous restaurer. Soit vous avez besoin de restaurer, je ne sais pas, par exemple ce fichier-là et ce dossier-là, avec en partie tout le drive partagé, par exemple. Enfin, vous avez vraiment possibilité de mixer ce que vous avez besoin de restaurer. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à tout restaurer ou à restaurer uniquement un fichier. Vous pouvez restaurer un gros dossier avec quelques fichiers qui sont ailleurs dans votre drive. Enfin, tout est possible. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre sélection, donc là on va pas prendre non plus 50 trucs parce que sinon mon test va être un peu long. On va prendre le fichier de 96 MO là qui s'appelle mon fichier 4.
Vous allez cliquer sur valider et simplement vous allez être redirigé sur la page de restauration. Donc là, sur la page de restauration, je vois que j'avais aussi coché mon dossier et que j'ai oublié de le décocher. Alors j'espère qu'il n'y avait rien dedans, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. On attend quelques secondes, la page s'actualise, vous avez un bouton télécharger et du coup, en cliquant sur télécharger, vous allez télécharger une archive en tar.gz que vous allez pouvoir décompresser. Alors malheureusement, si je l'ouvre, vu que je partage l'écran uniquement du navigateur, vous n'allez pas voir ce qui se passe dedans, mais globalement, vous allez y retrouver votre archive et la reconstruction des différents fichiers. Donc je vérifie juste, mais oui, c'est bien dedans. Alors c'est con, je vais quand même essayer de vous le partager. Que vous puissiez avoir la visu. Ça va pas prendre très longtemps. Hop, tac, partager l'écran. Voilà, donc là, je vous partage le dossier, mon dossier que je viens de récupérer. Donc là, en fait, je suis remonté de l'archive que je viens de récupérer. Donc dans mes téléchargements, j'ai bien l'archive. Donc je l'ai décompressé, je rentre dedans. J'ai mon utilisateur Diego, j'ai mon dossier avec un fichier à l'intérieur, a priori qui faisait 102 MO, et un autre fichier qui fait aussi 102 MO en dessous. Donc c'est ce qui avait été configuré lors de la restauration. Voilà, donc une fois que vous avez récupéré votre archive, vous l'avez décompressé, c'est à vous de réinjecter dans votre cloud en faisant un glisser-déposer dans votre drive les différents fichiers que vous avez récupérés depuis l'interface d'admin de Kiwi. Voilà, donc ça c'était pour la partie drive. Je vais encore vous présenter la partie mail et puis après on sera tout bon. Tac, gestion des contrats. Donc on revient dans notre petit contrat. D'ailleurs on va passer par là, ça ira plus vite. Ou pas. Ok, donc là, on a regardé la partie fichier. Maintenant, on va regarder la partie mail. Donc, vous allez voir, c'est un autre système pour parcourir des mails, parce qu'il faut que vous puissiez les visualiser avant de les restaurer si vous en avez besoin. Donc là, je vais juste regarder ce que j'avais mis dans la config. On avait mis Diego et Patty Fernandez, qui sont des comptes de test de chez Microsoft. Donc, on va cliquer pareil sur le bouton restaurer. Vous allez voir que là, ça ne va pas du tout s'afficher pareil. Donc là, au lieu de vous retrouver avec des dates, vous allez vous retrouver avec les différentes boîtes qui sont disponibles. Donc, en cliquant dessus, vous allez retrouver l'arborescence des différentes boîtes. Par exemple, ici, vous avez la boîte Patty, où on a dans la boîte de réception à peu près 78 mails. Donc, si j'augmente la taille des mails, on peut voir les différents mails qui sont tombés dedans. Voilà, et du coup, on peut lister le mail, le télécharger avec le bouton qui est là. Vous avez la possibilité donc soit de restaurer un seul mail, soit la possibilité de restaurer une sous-boîte. Par exemple, si vous voulez récupérer toute votre boîte de réception, vous cliquez sur le bouton exporter. Donc là, ça va vous l'exporter. Si vous exportez un mail au format EML, donc là, normalement, avec n'importe quel, on va dire, client mail, vous allez pouvoir le consulter. Donc après, c'est pareil, une fois que le mail il est chargé, vous avez la possibilité, si vous voulez le réinjecter dans votre boîte mail d'origine, il faut faire une liaison avec votre client mail et faire un glisser-déposer. Enfin voilà, ça reste quelque chose de possible. Bon là, l'idée, c'est surtout de pouvoir retrouver un mail, de pouvoir le relire. Par contre, si vous faites une exportation complète, là, ça va être un format de type Mbox. Donc, normalement, si on clique là-dessus, voilà, vous retrouvez ici avec un fichier .mbox. Donc, ce fichier .mbox, c'est pareil, vous pouvez le charger dans votre client mail et du coup, il va vous lister l'intégralité du sous-dossier que vous avez décidé de restaurer. Voilà, donc c'est. Voilà, en fait, sur ces formats-là, on a choisi des formats standards qui sont documentés, qui font l'objet d'une RFC, justement pour s'assurer de la réversibilité, que vous puissiez récupérer ces mails et les réinjecter dans n'importe quel système de mail. Tout le monde, voilà, ce format, il est standardisé au niveau des RFC Internet. Et donc, c'est ça qui est important. Par contre, le cas d'usage le plus courant, c'est vous avez besoin de récupérer un mail. Et donc là, on ouvre le mail. Soit vous le consultez simplement pour le visualiser. 95% des cas, c'est ça. On a perdu un mail, on veut le récupérer. Et on peut se le renvoyer automatiquement dans sa boîte aux lettres. Voilà, les formats un peu techniques, type Mbox, etc., c'est uniquement pour la réversibilité que ça a un intérêt. Ou quand on veut migrer d'un service à l'autre, ou quand on a vraiment perdu la partie source, mais c'est pas le cas le plus courant. Et le format EML contient l'ensemble des en-têtes de mail également.
Donc c'est pas uniquement la date, le sujet, mais vous avez vraiment les identifiants tels qu'il était dans la boîte aux lettres à la base, quoi. Donc notamment pour si vous avez des attaques de phishing ou des choses comme ça, vous avez l'information complète. Voilà. Et du coup, vous avez aussi le dernier truc que je voulais vous présenter, c'est la fonction de recherche, hein, parce que là, c'est sympa, mais voilà, là, pour l'instant, c'est des petites boîtes mail de test, mais si vous avez besoin de rechercher un mail dans l'ensemble de vos mails, ça risque d'être un petit peu compliqué si si vous en avez 2000 dans la boîte. Donc, vous avez bien entendu un petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher par, si je dis pas de bêtises, par sujet et par expéditeur ou destinataire. Donc, si on cherche David, par exemple, qui est un de mes collègues qui a développé ça, on peut retrouver son mail, par exemple, en recherchant son nom ici dans la barre de recherche, et on peut lister son mail à l'intérieur. Voilà. Donc après, vous avez aussi la possibilité de voir le rendu. Là, actuellement, vous êtes sur le rendu graphique. Vous avez la possibilité aussi de voir le mail source directement en cliquant sur le bouton ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup. Si vous avez des questions, du coup. Et si j'ai rien oublié, Sébastien, mais je pense qu'on a vraiment tout fait là. Oui, après, voilà, dans les grandes lignes, s'il y a des choses plus précises, voilà, on reste à votre disposition pour des questions plus précises. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter rapidement un petit peu comment marche le Cloud to Cloud. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions plus précises ou sur des clouds un petit peu exotiques. Voilà, on peut aussi analyser un peu les besoins. Voilà, on gère des protocoles au niveau du système. On va peut-être pas citer tous les clouds existants, mais voilà, ça reste ouvert. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement. Si, il y en a eu. J'ai répondu sur. Nos agréments santé. Alors, on est certifié, nous, sur l'offre. Là, ce qu'a présenté Morgan, c'est Kiwi Cloud, mais en fait, le système fonctionne de la même manière sur Kiwi Santé, donc avec l'interface en bleu. On est certifié HDS pour l'hébergement de données de santé. On est certifié ISO 27001 pour l'ensemble de notre offre de services. Simplement, aujourd'hui, Google et Microsoft ne sont pas certifiés pour héberger des données de santé dans le cadre d'un contrat Microsoft 365 ou Google Workspace. Donc, en théorie, nous, on est capable d'aller chercher dans ces clouds des données de santé, mais ils ne sont pas censés y être. Donc, quelque part, ça n'apporte pas grand-chose, le cloud to cloud, parce que légalement, c'est pas possible d'avoir des données de santé chez Microsoft. Si jamais c'est vraiment le cas, c'est quand même le cas, parce que voilà, vous avez un client qui a décidé de le faire quand même. Nous, on peut être certifié, mais voilà, de toute façon, la chaîne complète serait pas dans la légalité complète, puisque de toute façon, c'est le stockage primaire qui n'est pas possible. Par contre, en FTP ou en FTPS ou WebDAV ou d'autres systèmes, il y a tout à fait la possibilité d'utiliser notre sauvegarde Kiwi Cloud, Kiwi Santé, pardon, avec la certification HDS. Donc là-dessus, aucun souci. Dropbox, c'est une deuxième question. Aujourd'hui, Dropbox, on n'a pas d'API Dropbox qui permettent de faire du cloud to cloud direct. C'est des choses qui sont à l'étude chez nous, mais pour l'instant, on n'a pas de connecteur Dropbox. Ça reste envisageable. Ouais, c'est faisable, mais effectivement, on n'a pas eu énormément de demandes sur du Dropbox. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut tout à fait remettre ça sur le haut de la pile. Alors, pour la restauration de toute la boîte dans le tenant Microsoft, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas les droits en écriture dans votre boîte aux lettres. Donc, on ne peut pas vous restaurer directement dans le tenant. Par contre, à travers les fichiers Mbox, il y a la possibilité de réinjecter un dossier particulier ou une boîte aux lettres complète dans Microsoft via l'import d'un fichier Mbox. Alors, je n'ai pas la procédure en tête, mais c'est faisable.
Bah après, c'est faisable avec des clients mail. Nous, on a testé en interne avec du Thunderbird. C'est un peu comme ça qu'on l'a documenté aussi. Il y a des plugins Thunderbird qui vous permettent de charger les Mbox dans un dossier local et ensuite, en vous liant avec votre Thunderbird, par exemple, sur votre boîte Google ou Microsoft, vous allez pouvoir faire des transferts IMAP et charger vos données si vous avez besoin de tout recharger. Après, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, pour l'instant, c'est la seule méthode possible pour la restauration d'une boîte mail en entier. Il y a une question également sur le chiffrement des échanges entre Kiwi et les différents clouds. Donc évidemment, c'est chiffré HTTPS avec un protocole d'authentification haute pour authentifier les applicatifs. Donc là, oui, vous inquiétez pas, évidemment, tous ces transferts-là sont chiffrés avec des protocoles dans les règles de l'art. C'est du TLS 1.3, il me semble, de mémoire. Et avec voilà la sécurité offerte par Microsoft, ils sortent pas les données en clair, évidemment. Donc c'est pas de l'IPsec, c'est du SSL, enfin, du TLS plutôt. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, si je ne m'abuse. Donc merci à tous. Je rappelle que c'est enregistré et que vous pourrez le rediffuser. On vous enverra donc le replay dès qu'on aura terminé. Et puis on reste à votre disposition, donc nous deux ou Stéphanie pour la partie commerciale si vous avez des besoins. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit.